Depuis une dizaine d'années, ma tante Ginette Kolinka témoigne de sa déportation à Auschwitz-Birkenau devant des élèves à travers la France. Auparavant, elle ne parlait jamais de cette période, même à sa famille. Lors d'un voyage à Paris, j'ai décidé de l'accompagner à un témoignage devant les élèves du collège Nazareth à Voisenon, en Seine-et-Marne. L'ironie a fait que le cadre paradisiaque de ce collège a accentué le contraste avec les images de l'enfer rapportées par ma tante. Le 13 mars 1944, on a été embarqués. On dort à la prison d'Avignon, on est tous les quatre. Un matin, on nous a dit, ça y est, c'est le départ. Un car qui nous attend à la sortie de la prison. Tous les juifs qui étaient arrêtés en France passaient en principe par Drancy. Drancy, c'était un camp d'internement. Quand on était à Drancy, on savait qu'on partait pour un camp de travail. Le 12 avril au soir, on nous prévient que ça y est, demain c'est le départ. Alors le 13 au matin, où on est dans la cour, chacun a le droit d'emmener une couverture et des affaires. Il y a des gens qui sont venus avec des affaires. Nous, non. Quand on a été arrêtés, la Gestapo nous a emmenés tels qu'on était. On n'a jamais eu, c'est à Drancy qu'on nous a donné un petit vestiaire pour que l'on se change. On est dans ces autobus. Moi, je suis contente. J'ai ma petite famille et les copains que je me suis fait. Alors, le restant, je m'en fous complètement. Et là, nous voilà partis. On arrive dans une... J'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget. En fin de compte, c'était la gare de Bobigny. Là, on descend les autobus. Maintenant, devant nous, il y a l'armée qui est là. Et l'armée, ce sont les officiers qui ne savent pas parler autrement en hurlant. Et on commence à hurler en allemand, Schnell, Schnell. C'est le premier mot que j'ai appris en allemand, Schnell. Ça veut dire vite. Moi, ce que j'aime chez Ginette, lorsqu'elle raconte, lorsqu'elle témoigne devant les élèves ou lorsqu'elle nous raconte à nous son histoire, c'est sa grande honnêteté. Ginette, c'est quelqu'un qui est capable de dire là, je ne me souviens pas. Voilà, donc lorsqu'elle raconte, elle raconte jamais la même chose aux classes. Il y a toujours des choses nouvelles, on apprend toujours des choses nouvelles. Et c'est surtout cette grande honnêteté qui fait de Ginette une femme exceptionnelle. À travers le vocabulaire de cette femme, ils sont capables de voir que oui, cette femme, elle a été jeune, elle a eu le même âge qu'eux. Et ça accroche quoi, plutôt que quelqu'un qui va chercher un vocabulaire solennel, super recherché. Alors devant nous, il y a un train de marchandises. Moi, je suis encore naïve. Il va partir ce train de marchandises et puis il va y avoir un train de voyageurs. Non, le train de marchandises est pour nous. Alors, Schnell, il faut qu'on monte dans les wagons. Comment on est monté? Est-ce qu'il y avait une rampe? Est-ce qu'il y avait des marches? Est-ce que c'était les plus jeunes étaient dedans et les plus... Je ne sais pas. En tous les cas, on est tous maintenant dans le wagon parce qu'il a fallu faire vite. Personne ne s'est installé. On est tous debout, serrés les uns contre les autres. La porte est verrouillée et là maintenant, on commence à voir un peu ce qui se passe. Alors, il y a un peu de paille dans le wagon. Nous, il est complètement sombre. Pourquoi? Parce qu'aucune lucarne. Mon père, on est debout, on est monté dans les premiers, donc il va s'asseoir, le dos appuyé au wagon. Et puis mon frère est à côté, mon nous aussi, moi je suis devant eux, et puis le train est arrivé, le wagon, les portes ont été déverrouillées, et là ça un air froid, mais c'était tellement bon, tellement grave. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Les projecteurs, les cris des officiers, leurs chiens qui aboient, les gens qui sautent dans le train, qui baragouinent des choses que moi je ne comprends pas, qui nous poussent brutalement pour qu'on descende, ils ont les ordres, il faut faire vite. Et ils disent qu'il y a des camions pour les personnes qui sont fatiguées ou les personnes qui sont malades, et il y en a des camions parce que le camp est éloigné de l'arrivée du train. Alors moi, je dis à mon père et à mon petit frère, pour moi mon père est vieux, j'avais 19 ans, il en avait 61,
Je le voyais vieux, maintenant je dis qu'il était jeune, parce que moi j'ai déjà dépassé largement. Quant à mon petit frère, il s'était trouvé mal dans le wagon, donc il allait mieux aussi, mais ils ont été fatigués. Donc je leur ai dit, papa, Gilbert, montez dans les camions. Bon, je ne sais pas qui les a emmenés, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont descendus eux-mêmes, est-ce qu'on les a poussés, je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de dire rien du tout. Oh, c'est pas grave, je les embrasserai après, je les reverrai. On doit se revoir tout à l'heure, qu'ils nous ont dit. Et les autres, eh bien, on doit descendre, on est sur les quais, et là, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, et on doit passer, se mettre 5 par 5, et 5 par 5, on doit passer. Alors cette fois-ci, c'est pas Schnell, c'est langsam. Il faut passer tout doucement devant une rangée de soldats. Alors on apprend que ce sont les officiers et les médecins du camp, et eux vous évaluent. Il y a 2 ou 3 épisodes de sa vie qu'elle raconte à Auschwitz, qu'elle raconte toujours, auxquels elle tient, je crois, et qui sont, j'imagine, très douloureux pour elle. C'est quand elle raconte qu'elle-même, à la descente du train, a poussé les membres de sa famille, quoi, son père. Son frère a monté dans les camions qui partaient éventuellement, et son neveu qui partait à la douche parce que les Allemands avaient endormi tout le monde, donc en disant descendez, vous allez vous doucher, vous allez prendre un repas, etc. Et Ginette, elle a malgré la douleur que ça doit représenter pour elle de raconter cette chose, elle le fait toujours. Et c'est important parce que cet épisode de l'arrivée à Auschwitz pour les gamins, c'est quelque chose qu'ils doivent absolument comprendre, que la séparation de familles entières qui croient revoir leurs parents dans quelques heures et qui les revoient plus jamais. Une partie va à gauche, une partie va à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et en fin de compte, on réalise qu'à droite ou à gauche, je ne me souviens plus, on est un tout petit peu. Et tout ce qui est à gauche, alors, il y a les personnages, il y a les gens, il y avait des gens qui paraissaient malades, il y a les enfants, il y a les bébés, il y a les jeunes adolescents qui paraissent avoir 14 ans, 12 ans, 13 ans. Tout cela, ça va à gauche. En fin de compte, on apprend, une fois qu'on est dans le camp, en dessous de 15 ans et au-dessus de 45 ans, les nazis considèrent qu'on n'est pas capable de travailler. Donc, ce qu'ils veulent, c'est laisser rentrer que des gens qui, à leurs yeux, sont capables de travailler. Parce qu'on n'est pas dans un camp de travail ordinaire, on est dans un camp d'extermination. Et c'est ça la différence. La différence entre un camp d'internement et un camp d'extermination, c'est l'arrivée. À l'entrée du camp, il y a une espèce d'odeur qui nous chatouille les trous de nez depuis quelque temps, mais moi je pensais que j'allais travailler en usine ou dans les champs. Alors donc, voilà, ça confirme mon idée. On a traversé les champs, et puis maintenant c'est fumée, et cette fumée qu'on voit, et cette odeur, ça va être une usine de produits chimiques. Et donc on a dans ce camp, à perte de vue des baraques. Bon, moi j'ai jamais été dans le camp de travail, je pense que c'est comme ça peut-être. Et puis des fils de fer barbelés qui entourent cet endroit, avec des miradors tous les 10 mètres. On nous embarque dans une grande salle, et là, alors, dans cette grande salle, vous avez des femmes qui sont dans le fond, je ne sais pas si dans le fond, c'était sur le côté gauche, elles sont là, nous on est devant elles, et on nous dit de nous les habiller. Et là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais, parce que on m'a obligée à être nue devant les femmes, mais des femmes que je ne connaissais pas. Et j'étais très pudique. Cette nudité, pour moi, a tellement été dure à supporter que quand on m'a mis mon tatouage, quand on m'a rasé les cheveux, et quand on me demande qu'est-ce que ça vous a fait, rien du tout. Parce que la nudité était plus forte que tout. Pour ma part, je pense que ce sont des questions... comment dire, peut-être que les gens n'osent pas poser des questions, mais c'est tout bête, mais je me rappelle une de mes élèves a posé la question suivante à Ginette, je crois que c'était comment faisiez-vous pour vous changer d'habits, etc. Elle sous-entendait de sous-vêtements et tout, et Ginette lui a dit, mais je sais même plus si j'avais une culotte, je me rappelle pas, je me souviens pas si j'avais une culotte ou pas, je sais pas comment...
Je me rappelle plus. Enfin, et j'ai trouvé ça, oui, effectivement, c'est bête, hein, c'est des détails, mais en même temps, voilà, c'est des choses que peut-être, des choses qui ne sont jamais abordées effectivement dans les documentaires ou par les historiens ou lors de conférences, etc. Mais oui, tout ce qui fait le quotidien, en fait, le quotidien, même le plus intime, vous voyez, c'est voilà, Ginette, elle va en parler sans pudeur. Les gens ont interrogé les femmes qui les ont tatouées, ont interrogé les femmes qui les ont rasées, alors, et ceux qui sont dans les camions, quand est-ce qu'on va les voir? Vous ne les reverrez pas. Vous ne les reverrez pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, vous voyez la fumée? Ah oui, c'est mon usine. Non, c'est pas votre usine, madame. Non, c'est pas mon usine du tout, c'est l'usine de la mort. Tous ceux qui sont montés dans les camions que les nazis trouvaient inaptes pour le travail, ils ne vont pas nourrir des gens qui ne sont pas capables de travailler. Eh bien, tous ces gens-là qui sont montés sur les camions, volontairement, comme mon père et mon petit frère, ou involontairement parce qu'ils faisaient partie des catégories qui n'étaient pas capables de travailler, tous les gens qui ont été dans les camions sont allés directement. Ils n'ont même pas touché un pied du camp. Ils ont été directement à la chambre à gaz. Mais on vous dit ça, vous êtes civilisés. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque part quelqu'un euthanasier quelqu'un de vivant, de pas malade, de bien portant? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Nous, on est au XXe siècle. Ça, c'est pas possible, c'est pas vrai. Eh bien, c'était vrai. Mais ça, on ne l'a pas pris tout de suite. Le lendemain, on avait encore des doutes. Et déjà, le surlendemain, on sait qu'elles ont eu raison. On les reverra plus. Dans les camps, la vie était tellement dure qu'on arrivait, je ne dis pas tous, il y en a peut-être qui n'ont pas été, mais on n'était plus des êtres humains normaux. On était déshumanisés. C'était le but des nazis. Ou nous tuer, ou nous déshumaniser. Et déshumaniser, j'ai réussi pour le 9e. Tout le monde a terminé, Raus, il faut laisser de la place aux autres, et voilà qu'on nous emmène dans un autre endroit, alors c'est l'endroit où on va dormir. C'est les niches. On rentre dans un endroit sombre, des niches. Alors sur la droite, il y a des gens, alors, on voit leurs têtes qui sont sur 2 rangées comme ça, regardez. Et nous, il y a une femme qui nous reçoit, elle se prénomme la Blokova, elle nous donne son nom, je ne me rappelle pas. Mais par contre, elle nous accueille en disant qu'elle a le droit sur nous de vie et de mort. Je suis quand même pas mal tombée parce que je suis dans ça s'appelle des koyas, ces niches. Je suis dans la koya du milieu. Alors nous, on ne sait pas, on ne connaît pas les habitudes. Alors on s'est déshabillé toutes. Alors, le contact de cette paillasse, tous mes cœurs, d'être à côté des gens, et cependant je les connais ces 2 filles-là, les 2 filles qui sont à côté de moi, c'est des filles que j'ai connues, une, Marceline, à Avignon, donc j'ai été à Avignon, avec elle j'étais à Marseille, avec elle j'étais à Drancy, avec elle, je la connais, et l'autre c'est Hélène, et Hélène je l'ai connue à Marseille, je les ai connues, mais je n'ai pas couché à côté d'elle, je n'ai pas été côte à côte avec elle, et en plus, on est tous sales, parce que pendant le voyage, la douche aurait été normale, on aurait été propre, on se serait lavé avec du savon, essuyé. Là non, on a eu 3-4 gouttes d'eau sans savon et on ne s'est même pas essuyé. Donc la trace, elle est toujours là. Donc je suis collée avec ces filles-là. Celles qui sont dans le fond, c'est leur doigt qui est dans mon nez, mais remarquez, elles ont le mien aussi devant leur nez. Donc je suis écœurée de tout, mais par contre je me suis endormie tout de suite. Les autres, je ne sais pas. Mais moi, je me suis endormie tout de suite et je n'ai pas eu le temps de penser. Et à peine, je crois que je me suis endormie, que déjà, on nous réveille. Alors, vous avez la Blokova qui passe. Elle ne vous dit pas, allez, mesdames, c'est l'heure. Non. Elle passe avec son gourdin et vas-y. Les premiers coups, on les reçoit. C'est pendant ça là aussi, elle nous dit, dans 3 minutes, vous êtes tous dehors pour l'appel. Le lit doit être fait. En 3 minutes, faire le lit. Nous, il faut qu'on cherche nos affaires. Nos chaussures sont sous nos têtes, il faut les retrouver. Celle là où on doit descendre. 3 minutes, ça ne suffit pas. Mais naturellement, on n'aurait jamais dû se déshabiller.
Et là, on est debout, elle appelle, alors on nous compte, c'est assez rapide, parce que la Blokova a des petites copines, il faut qu'on soit 5 par 5, et c'est tenir tellement bien droit que c'est facile à compter. Mais en fin de compte, c'était pour nous apprendre ce que c'était que la discipline dans un camp d'extermination. Et je peux vous garantir qu'on l'a appris très rapidement. Et puis alors, une fois qu'on a passé ce camp de quarantaine, alors là, on va aller dans un autre camp, ça c'est le lager B, et là, alors, vous allez avoir le commando dans lequel vous allez travailler. Moi, je suis tombée comme les 3 quarts des femmes dans le Haus Kommando. Le Haus Kommando, c'était un commando qui était chargé de faire les routes, de casser les pierres, Nous, quand on est arrivé, au mois d'avril 1944, le train arrêtait en dehors, à un petit kilomètre du camp. Et bien, nous, les déportés, nous avons installé les rails jusqu'à la porte des chambres à gaz. Voilà, c'était notre boulot. Casser des pierres, transporter des pierres, remplir des wagonnets, pousser des wagonnets. Quand on avait fait les routes, il fallait les pierres qu'on avait placées, il fallait après, avec un gros rouleau de ciment, le tirer pour aplatir ces pierres. J'en parlais toujours, jamais. Alors on parlait syrien, mais quand j'ai vu cette espèce de grosse masse, je me suis dit, ça ne m'étonne pas qu'on n'arrivait pas à la bouger. Hein. Eh bien, on a quand même réussi à bouger cette grosse masse, parce que quand vous avez peur, alors ou ça vous paralyse, ou au contraire, ça décuple vos forces. Et à force d'être battu, on a réussi à faire bouger cette grosse masse comme ça. Par contre, moi, j'ai eu la chance, en 1944, de quitter Birkenau en novembre 1944. Et ça, c'était vraiment, je crois, un coup de chance qui m'a permis peut-être d'être là maintenant. En 1944, je n'ai pas été travailler parce que là encore, la peur, tellement la peur, et ben, ça a décuplé mon courage et que j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait avant, là je l'ai fait. Ce qui m'a permis d'être là quand il y a eu un ordre de donner, tous ceux qui ne sont pas au travail doivent se rassembler sur le Lagerstrasse, c'était là où se faisait la sélection après. Donc on est tous là, on pense tous que ça c'est la sélection, ça veut dire le choix pour aller à la chambre à gaz. Moi, ça y est, c'est la fin. Non, c'était pas la fin du tout. Il y avait un transport de Hongroises qui était arrivé. Et bien nous, on a pris leur place pour partir. Il va y avoir des contremaîtres qui ont besoin de personnes qui vont dans leurs usines, parce que y a pénurie de main-d'œuvre. Tous les hommes capables de marcher mais sont au front et il n'y a pas assez pour marcher les usines. Donc, ils ont besoin de main-d'œuvre. Nous, la main-d'œuvre des déportés, on leur coûte pas cher du tout. Et peut-être que le travail, c'est pas un travail de précision. En attendant, on s'est retrouvés devant eux et on a tous été acceptés. On est désigné pour aller en usine et on repart en train, toujours des trains de marchandises, mais ça, on s'en fout, je vous dis, on est habitués. En tous les cas, on est arrivé à Ragun, c'est à côté de Leipzig. Je sais que quand on est arrivé dans cette usine, alors il y avait des baraques aussi, naturellement, et quand on nous a mis dans les baraques, nous on était habitués à vivre avec une baraque où il y avait, je sais pas, 700, 800 personnes. Là, c'est des baraques, mais avec des petites chambrées. Et dans les chambrées, il y avait des lits. On a cru qu'on sera encore 3-4 dans un lit. Non, on a le droit à un lit par personne. Le grand luxe. Ah là, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de... Mais au moins, on a une couverture et un lit. Vous vous rendez compte du luxe que c'est pour nous. Et il y a même une salle d'eau. Il y a une salle où il y a un bassin rond et il y a l'eau qui coule sans arrêt. Et vous vous rendez compte, nous, à Birkenau, on ne pouvait pas se laver. Mais enfin, je vous dis, c'était le grand luxe. Et ils nous ont distribué un pain par personne, alors qu'avant on avait un pain pour lui. Oh, c'était le paradis. On avait changé de travail, on n'était que deux, avec un ouvrier allemand, et lui-même aussi il venait à manger.
Donc je suppose quand même que ça m'a permis de reprendre un peu du poil de la bête, déjà un peu plus de confort, un peu plus d'hygiène, et puis cette nourriture un peu mieux, et du fait qu'on parlait, donc tout allait un peu mieux. On est arrivé en février, et fin avril, au lieu d'aller au travail, on nous emmène pas au travail, on nous rassemble, équipe de jour, équipe de nuit, on doit quitter cette usine parce qu'il y a des alliés qui arrivent. Alors, ils nous ont embarqués, on est dans nos wagons toujours le même genre, enfermés dans les wagons, et puis nous voilà partis. On est arrivé dans un camp qui venait d'être libéré par les Russes, et c'était Theresienstadt. Et là, Theresienstadt, on était libérés, chacun pouvait aller, venir, non, c'était plus. Seulement moi, j'avais dû attraper le typhus dans le wagon, ça fait que quand je suis arrivée, je sais que j'étais très mal, j'étais très très fatiguée, mais je ne savais pas ce que j'avais. Je pense que c'était parce qu'on n'avait pas mangé et tout. En fin de compte, j'avais le typhus. Le typhus, c'est une très très grosse fièvre qui vous quitte pas pendant des semaines, beaucoup en meurent. J'ai eu la chance de ne pas en mourir, et puis voilà, on a pris le canon pour aller alors à l'aéroport de Thyssen, qui est à côté de Prague, et là on est arrivé non pas à Paris mais à Lyon. Alors à Lyon on est dans un centre d'accueil, et en principe elle vient nous voir avec des photos, est-ce que vous avez connu, est-ce que vous avez rencontré, et alors moi je m'apprête à dire à cette dame, ben, vous savez on ne connaît pas tout le monde, eh bien non, elle me dit mais t'es une fille Charkesky. Moi je suis épatée, parce que mon nom de jeune fille c'est Charkesky, je ne sais pas ce que vous en rappelez, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je dis bah oui. Et bien elle dit alors ta mère, tes sœurs sont à Paris, ils sont dans l'appartement que vous avez. Moi je croyais que tout le monde était mort. Donc j'étais tellement heureuse de les savoir en bonne santé et à Paris que normalement j'aurais dû aller à l'hôpital, puisque pour moi j'avais plus personne. Le même jour, j'ai pris un train, il fallait toute la nuit pour arriver jusqu'à de Lyon à Paris, et j'ai retrouvé alors, une fois à Paris, alors là, il y avait des autobus qui nous emmenaient jusqu'à l'hôtel Lutetia, parce qu'il fallait passer par l'hôtel Lutetia pour passer à un interrogatoire. Alors on répondait dans 3-4 bureaux avec aux mêmes questions toujours, et j'étais mal, j'étais fatiguée, j'avais mal aux jambes, et puis en plus j'étais impatiente de retrouver ma famille. Donc quand on a été débarrassé de ces questionnaires, moi j'ai pas demandé mon reste, il y avait des autobus à la porte de l'hôtel Lutetia qui emmenaient les gens dans le quartier où ils voulaient aller. Donc j'ai pris celui qui allait dans le 11e, il m'a déposé au coin de la rue. Donc je suis montée, je suis arrivée à la maison, c'est ma mère qui m'a ouvert, elle m'a naturellement, je ne sais plus si, je ne vais pas dû pleurer parce que moi je ne sais plus, peut-être en en attendant maintenant je ne sais plus pleurer. Et elle m'a pris dans ses bras, qu'est-ce que ça fait d'avoir un sac d'os dans les bras, j'en sais rien. De toute façon, elle ne pouvait pas parler, qu'est-ce qu'elle pouvait me dire, comment tu vas? Les gens ne pouvaient pas nous parler, c'est nous qui nous demandent comment ça va. Il n'avait pas nous assaillir de questions, il nous raconte la vie qui était là-bas. Donc la première chose qu'elle me dit, demain on va me donner des nouvelles de ton père et de ton frère. Je dis, mais on ne peut pas, mais méchamment, parce que je ne comprenais pas qu'elle puisse attendre des nouvelles qui étaient fausses. Moi je sais que papa et Gilbert étaient partis en fumée, je le savais, donc qu'est-ce qu'on pouvait lui donner comme nouvelles? En tous les cas, moi je l'ai jeté comme ça comme figure, sans me rendre compte que ça pouvait faire très mal. Pour moi, j'ai perdu toute sensibilité. Alors, j'étais même pas contente qu'elle puisse croire des choses comme ça. Alors, brutalement, je lui dis, en tout cas, j'ai été me coucher après sur mon canapé, et puis c'est les sœurs qui sont arrivées après, parce qu'elles avaient été à me chercher, mais on s'était croisés. Donc, je suis couchée sur le canapé, et puis mes sœurs, c'est la même chose. Elles ne vont pas me demander qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que ça fait. Et je me rappelle toujours qu'elles étaient, j'étais sur un canapé, elles étaient accroupies devant le canapé, et toutes les quatre, elles se m'ont dit, tu sais, on va t'apprendre des nouvelles chansons,
Et qu'est-ce qu'elles m'ont chanté, toutes les 4 qui chantaient faux? C'est le petit maman. Alors, pendant quelques temps, maintenant on n'entend plus, mais chaque fois que le petit vin blanc passait à la radio ou n'importe où, je revoyais les frangines en train de me chanter le petit maman. Et puis, bon, la vie a repris naturellement. J'ai été très longue à me remettre, mais comme j'avais des sœurs qui m'ont entretenue, je peux dire pendant 2 ans, je me suis laissée entretenir. Elles m'ont trouvé un bon médecin qui a su être psychologue en même temps. Et vraiment, c'est grâce à mes sœurs si j'ai la forme à mon avis, hein, et que j'ai le mental que j'ai. Je peux dire merci. Mes sœurs et ma mère aussi, naturellement. Dans mon transport. J'ai rencontré des enfants après, des élèves que je n'avais plus et qui se souvenaient du moindre détail que Ginette avait dit. Ce qui l'avait beaucoup marqué aussi, c'est son regret d'avoir laissé son papa et son petit frère, donc qu'elle se sente coupable de ça, alors que pour eux, elle n'était pas coupable, bien évidemment. Peut-être votre génération va devenir intelligente. Parce que jusque-là, personne n'est intelligent. Vous allez la dire partout. On se parle partout. Mais peut-être que vous allez parler à vos enfants, vous allez vous en rappeler quand vous serez mariés, et puis vos enfants le sauront plus tard. Peut-être qu'on arrivera à ne pas s'entretuer parce qu'on n'a pas la même couleur, parce qu'on n'a pas la même religion. Peut-être qu'on arrivera. Peut-être. Il faut espérer. En tous les cas, j'espère. Moi, j'espère. Il faut quand même vivre avec un peu d'illusion. C'est souvent une initiative des professeurs qui ont entendu parler, donc ont envie, effectivement, puisque avoir la chance encore de parler avec quelqu'un qui est encore vivant, qui a vécu ça et qui peut en parler de la façon plus avec laquelle Ginette peut parler, c'est formidable. Lorsque l'on va à Auschwitz ou lorsqu'un témoin vient dans une classe, finalement, les élèves, ce qu'ils retiennent, effectivement, plus que la parole de l'enseignant, plus que la parole d'un guide à Auschwitz, c'est la parole du témoin. Donc c'est essentiel. C'est vrai que ces témoignages des rescapés, des survivants d'Auschwitz, c'est essentiel parce que les gamins, en fait, c'est comme ça qu'ils apprennent. C'est-à-dire qu'ils retiendront ce qu'aura dit le témoin et finalement... donc ils vont retenir 95% de ce qu'aura dit le témoin et peut-être 10% de ce qu'aura dit l'enseignant. Un bonus concernant Ginette, c'est que mes collègues et moi, c'est ceux qui partent faire des voyages à Auschwitz, qui accompagnent les groupes. Et effectivement, partir avec Ginette, c'est... on se l'arrache tous, quoi. Ginette, c'est... Là, elle va croire que vous nous avez payé pour qu'on lui lèche les bottes, mais... non, c'est... Cela a été pour moi un voyage très émouvant sur l'histoire tragique de ma famille. Mes témoignages, je les fais où on me demande. Je ne dis pas je fais cette région-là et puis pas d'autres. Je peux aller de l'Alsace au Pays Basque en passant par la Bretagne et par le centre. Moi, je vais partout. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais le témoignage? T'as pas du mal à parler? Non seulement, mais je suis pas normale, moi. Non seulement j'ai pas de mal à parler parce que ça part tout seul, et puis que 5 minutes après... Et puis, ce qui est terrible, c'est que moi, je vis ce que je raconte. D'abord, je ferme les yeux. C'est un film qui passe. Et quand le film passe, je les vois, les images. Mais par contre, après, dès que c'est fini, moi, je ris, je blague. Hein. Et combien de temps tu penses que tu vas continuer? Jusqu'à 99 ans, 100 ans, 110 ans, 120 ans.